Entre 1914 et 1918, la guerre se déplaça sur un nouveau champ de bataille, le ciel. Le monde découvrit des scènes que l'on n'aurait jamais pu imaginer auparavant. Il y eut de fantastiques combats aériens. Je revois la scène à présent. Ça faisait comme un nuage de mouches dans le ciel. Tous ces avions volaient très vite, très vite, et ils piquaient. Les crashs étaient terribles. Les taux de perte étaient tels que les pilotes étaient presque certains de ne jamais en revenir. J'ai embrassé ma mère, je me suis assuré que tout était en ordre et je lui ai dit « Adieu, je pense que je ne te reverrai pas ». C'était la seule attitude à adopter. Vous partiez pour mourir. Les avions décollaient tant bien que mal des plateformes des navires. Une aventure nouvelle pour certains, la carrière dans l'armée de l'air. En matière d'armement, cette guerre fut riche en avancées technologiques, chaque camp essayant de surpasser l'autre. Ce fut le début de la guerre moderne avec l'apparition des chasseurs et des bombardiers. Et une toute nouvelle race de héros, les as de l'aviation. Aujourd'hui, cette guerre du ciel peut être vue comme ces pilotes l'ont vue, en couleur. Pendant l'été 1914, tandis que l'Europe entrait en guerre, une façon plus élégante de participer au conflit attira des jeunes gens de tous horizons. En Angleterre, beaucoup d'entre eux firent la queue pour pouvoir intégrer le Royal Flying Corps. L'âge minimum pour devenir pilote était de 17 ans. Dès qu'ils étaient enrôlés, ces jeunes pionniers partaient généralement sur le front ouest, en France. Il ne nous venait pas à l'esprit que d'autres pourraient vouloir rejoindre le Royal Flying Corps. Nous pensions que nous serions les seuls à avoir cette brillante idée. Aussi, notre déception fut immense quand nous découvrîmes les longues files de postulants. À ce moment-là, tous nos espoirs partaient en fumée. Nous nous demandions, est-ce que tous ces types vont être pris? Est-ce que je leur ressemble? Puis c'était le silence et le lent cheminement de la file qui serpentait devant nous. Nous dévisagions les autres avec angoisse en essayant de lire dans leurs yeux s'ils avaient une chance d'être pris et si nous y avions notre place. L'armée de l'air n'avait que 11 ans d'existence quand la Première Guerre mondiale éclata. Et quand vous aviez 18 ou 19 ans et que vous regardiez les avions, vous aviez l'impression d'être en face d'une voiture de course. C'était encore les débuts de l'aviation. En 1903, les frères Wright fabriquèrent le premier avion à moteur à Kitty Hawk, en Caroline du Nord. Les commandements militaires commencèrent à réaliser que les avions pouvaient se montrer utiles en temps de guerre. En 1909, le Français Louis Blériot traversa la Manche. Il vit le monde comme personne ne l'avait vu avant lui. Commença alors l'utilisation des avions à des fins militaires qui permettaient au commandement au sol d'avoir une vue d'ensemble des champs de bataille. La reconnaissance aérienne avait débuté au milieu du 19e siècle avec les ballons à air chaud. Et la plupart des aérostiers continuèrent d'être utilisés comme espions des airs.
mais les ballons étaient devenus des cibles faciles pour l'ennemi. À partir de 1916, les aérostiers furent équipés de parachutes qui avaient fait leur apparition aux États-Unis 30 ans auparavant. Les pilotes, par contre, n'y avaient pas droit, car leur commandement pensait qu'ils pourraient être tentés d'abandonner leurs avions inutilement. Les parachutes sauvèrent de nombreux aérostiers. Quand l'un d'eux était repéré par un avion ennemi, il pouvait sauter et avoir la vie sauve. Et les équipes au sol pouvaient tenter de sauver les ballons en essayant de les redescendre avant qu'ils ne soient dévorés par les flammes. Les ballons n'étaient pas la solution la meilleure, et au final, les avions plus petits et plus rapides devinrent la clé de la reconnaissance aérienne, car leurs pilotes pouvaient aller prendre des photographies loin derrière les lignes ennemies. Si vous arriviez à prendre une photo, vous pouviez voir des choses qu'aucun autre observateur ne pouvait voir. Et vous pouviez ramener une image, l'agrandir et du coup avoir une vision précise des opérations. Ainsi, vous pouviez repérer l'emplacement des canons, des points de passage et des postes de commandement. De plus, les pilotes pouvaient communiquer leurs découvertes par radio à leurs états-majors. La seule façon d'empêcher ces précieuses photographies d'être ramenées à la base était d'abattre les avions. Ce qui n'était guère facile dans les premiers temps du conflit. Un des plus gros problèmes à résoudre était d'armer efficacement ces avions avec des bombes ou avec des mitraillettes. Car c'étaient des engins primitifs, pas très solides, avec des moteurs peu puissants qui pouvaient difficilement supporter une charge supplémentaire comme une mitrailleuse et ses munitions. Il y avait d'autres problèmes, comme par exemple le fait que l'hélice se trouve dans la ligne de mire. La première solution fut trouvée en avril 1915 par un pilote français du nom de Roland Garros qui renforça les pales de son hélice de manière à ce que les balles rebondissent dessus. Ce n'était pas la solution idéale. D'abord à cause de la charge supplémentaire que cela faisait supporter à la carlingue, et ensuite parce qu'une balle sur 10 partait Dieu sait où et pouvait même revenir et toucher votre propre avion. En dépit de ce danger, Roland Garros réussit à descendre 5 appareils allemands en 2 semaines. Les pilotes abattus ne surent jamais comment et par quoi ils l'avaient été. Mais plus tard, le pilote français fut contraint d'atterrir en territoire ennemi. Les Allemands ont immédiatement compris pourquoi son avion était si performant. Un seul appareil qui avait facilement réussi à battre en brèche l'armée de l'air allemande, la surprise était quand même de taille. Quand les Allemands ont vu la relative simplicité de cette technique, ils ont tenté d'améliorer ce procédé consistant à tirer à travers l'hélice grâce à un concepteur hollandais, un homme vraiment brillant et très talentueux du nom de Anthony Fokker. Fokker résolut le problème de rebond et révolutionna ainsi les combats aériens en inventant un système qui synchronisait le tir de la mitrailleuse avec la rotation de l'hélice de manière à ce que les balles évitent systématiquement les pales. Très vite, les Allemands perfectionnèrent cette technique qui devait leur apporter la supériorité dans le domaine aérien. Vous voyez arriver un avion allemand, et quand il se retrouvait derrière ou au-dessus de vous, il fondait sur vous tel un faucon sur un moineau. J'ai remercié le ciel plusieurs fois d'être revenu indemne de toutes ces mauvaises rencontres. Les pilotes alliés étaient sans défense. 1915 vit la naissance de ce qui fut connu alors comme le fléau Fokker. L'espérance de vie des pilotes alliés se mesurait en jours. Les Fokker de 1915 anéantirent les forces anglaises et françaises. Pourtant, les états-majors continuaient d'avoir désespérément besoin de leurs observateurs aériens. Tous les jours, de jeunes recrues fraîchement émolus de l'école de pilotage arrivaient en France. Quand je suis arrivé en France pour devenir pilote de chasse, je n'avais jamais volé sur ce type d'appareil. J'allais m'y retrouver seul le lendemain matin, sans même avoir reçu la moindre formation au combat. Beaucoup partirent avec seulement 5 heures d'entraînement. Les 2 garçons avec qui j'avais traversé la Manche furent abattus avant que j'aie pu survoler les lignes de front.
Des hommes mouraient tous les jours. Mon meilleur ami était là l'après-midi et il avait disparu le lendemain au déjeuner. Ça arrivait tout le temps. Vous n'aviez jamais personne à vos côtés. Personne avec qui trinquer, personne pour s'inquiéter si par malheur vous étiez abattu. Vous étiez seul. Vous vous battiez seul et vous mouriez seul. Il y a eu des exemples de pilotes qui arrivaient le matin en remplacement et qui étaient morts dans l'après-midi sans même avoir eu le temps de déballer leur pactage. Hugh Trenchard, qui était alors à la tête de la Royal Flying Corps, ordonna que de nouveaux pilotes soient envoyés chaque jour en remplacement des hommes disparus de la table du mess des officiers. Si un pilote voyait toutes les places occupées autour de lui, il pensait moins au sort de ses amis disparus à jamais. Au contraire, il ne songeait qu'à offrir des verres aux nouveaux arrivants et à faire en sorte qu'ils se sentent comme chez eux. « 1915 continua à être une armée désastreuse pour les pilotes alliés. La domination des Fokkers dura encore 9 mois, durant lesquels l'espérance de vie moyenne d'un pilote anglais n'était que de 11 jours. Vous vous attendiez à être tué à n'importe quel moment. Vous ne pensiez jamais à la vie de quelque manière que ce soit. Nous faisions juste notre travail, vous savez. Les hommes étaient démoralisés et se plaignaient souvent du manque de compétitivité de leurs avions. Hugh Trenchard savait que ces pertes étaient inévitables et qu'à cet égard, la guerre du ciel ne serait pas différente de celle des tranchées. Il leur fallait soutenir une guerre d'usure qui ferait un grand nombre de victimes avant de pouvoir espérer la victoire. Vers l'été 1916, les Alliés avaient rattrapé leur retard technologique en matière d'armement. Leurs avions étaient à présent également équipés de mitrailleuses à l'avant. C'étaient de nouveaux modèles, plus rapides, plus légers, plus précis. Et le Royal Flying Corps passa de 12 à 27 escadrons. Ce fut la fin de la domination du Fokker, et ce fut un immense soulagement pour les Alliés de savoir qu'ils pouvaient de nouveau compter sur leur aviation. La guerre des tranchées était dans l'impasse depuis bientôt 2 ans. Et les commandements des deux camps désespéraient d'en sortir un jour. En février, les Allemands lancèrent une vaste offensive sur Verdun, mais ne parvinrent pas à déloger les Français. Pour soulager leurs alliés, les Anglais organisèrent une attaque dans la Somme en juillet. La reconnaissance aérienne fut vitale, non seulement pour la localisation des forces allemandes, mais également dans le guidage des tirs d'artillerie. Avec leurs nouveaux avions, les pilotes alliés participèrent aux opérations. Certains devinrent très célèbres. L'un d'eux s'appelait Albert Ball. Albert Ball était un exemple pour les pilotes du Royal Flying Corps, car aucun défi ne semblait l'effrayer. En un sens, il représentait parfaitement ce que Trenchard attendait de ses aviateurs, des hommes qui n'avaient peur de rien, qui étaient toujours partants. Ils ont dit que je m'étais craché à 190 km/h et j'ai dû en convenir en voyant l'état de mon train d'atterrissage. Heureusement, il est presque réparé et je pourrai bientôt voler à nouveau. C'était une drôle de sensation de sentir ma dernière heure arriver, mais ce n'était pas pour cette fois. Albert Ball ne devait sa survie qu'à la chance. Un jour, il est revenu avec son avion criblé de balles, mais cela ne pouvait pas durer. Albert Ball fut tué à l'âge de 21 ans. Il avait descendu 44 appareils allemands. Les Français exploitèrent rapidement la renommée de leurs as de l'aviation. En focalisant l'attention du public sur ces héros, ils tentaient d'occulter le carnage dans les tranchées. Les pilotes les plus brillants étaient courtisés par la presse et paradaient dans la haute société. Les Allemands firent de même. Dans les forces armées allemandes, on les utilisait comme outil de propagande afin de remonter le moral non seulement des pilotes, mais de la population tout entière. On en faisait des héros. Leurs tableaux de chasse étaient publiés. Ça créait de l'émulation entre les pilotes et on leur décernait des médailles à partir d'un certain nombre d'avions ennemis abattus.
Le plus célèbre d'entre eux fut Manfred von Richthofen, plus connu sous le nom de Baron Rouge. Il a battu à lui seul 80 appareils, plus qu'aucun autre pilote durant cette guerre. Je suis un chasseur. Quand j'ai abattu un Anglais, ma passion n'est assouvie que pour un quart d'heure. Le Baron Rouge devint le héros légendaire d'une vision romantique de cette guerre du ciel. On voyait les pilotes comme des chevaliers à l'armure étincelante se livrant à des combats singuliers. Être seul, être maître de votre vie pour utiliser votre seule habileté face à l'ennemi. C'était comme les tournois du Moyen-Âge. Dans cette guerre moderne, c'était le seul domaine où vous pouviez voir votre adversaire et l'affronter dans un combat mortel. Le seul domaine où il y avait encore un esprit chevaleresque et de l'honneur. Si vous l'emportiez, c'était uniquement grâce à votre bravoure et à votre habileté. Si vous perdiez, c'était que vous aviez trouvé plus fort que vous. Mais ma pauvre vieille mère, personne sur Terre ne peut dicter sa loi aux aviateurs des patrouilles aériennes. Nous sommes des hommes différents, et au final, nous ne sommes même plus des hommes. Nous sommes des diables incarnés, emplis de la merveilleuse sensation de jouer au plus beau jeu que Dieu ait jamais créé. La seule chose importante, c'est de montrer à ces boches que dans le ciel, il n'y a pas de place pour deux. Quand les obus éclatent autour de vous et que vous vous retrouvez au milieu d'une épaisse fumée noire, vous devenez un homme différent. Vous devenez inhumain. En un sens, vous ne pouvez pas rester humain. Vous n'êtes qu'une machine de guerre qui fait ce qu'elle doit faire. Vers avril 1917, les Allemands reprirent l'avantage dans le domaine aérien. Une part de cet avantage était tactique. Ils créèrent les Jastas, des escadrons comptant 14 appareils. Ils envoyaient des troupes de 3 ou 4 Jastas derrière les lignes alliées. Ces importants raids aériens furent connus sous le nom de cirque volant. Cette tactique consistant à envoyer des escadrons entiers marqua les débuts des grands combats aériens. Les pilotes alliés rencontrèrent les cirques volants allemands au-dessus des tranchées et combattirent jusqu'à la mort. Souvent sous le regard stupéfait des troupes d'infanterie. Je revois la scène à présent. Ça faisait comme un nuage de mouches dans le ciel. Tous ces avions volaient très vite et ils piquaient. Ils se pourchassaient. On entendait les tirs, bien sûr. Pourtant, ils volaient très haut. J'ai vu des batailles fantastiques, des duels de chasseurs dans le ciel, mais on ne savait jamais. L'ennui, c'est qu'on ne savait jamais qui l'avait emporté. Nous avions pris l'habitude de parier entre nous, on se demandait qui allait tomber et qui allait gagner, si c'était un Allemand ou l'un des nôtres. La supériorité des avions allemands et la tactique consistant à utiliser les Jastas coûta très cher aux Alliés. En avril 1917, qu'on appela l'avril sanglant, les Alliés perdirent 150 avions et 316 hommes. Des pilotes américains vinrent renforcer leurs effectifs dans le courant de l'année 1917, mais la supériorité germanique perdura. Pourtant, les pilotes alliés durent encore traverser les lignes ennemies pour ramener des renseignements à leurs états-majors afin que ceux-ci puissent préparer leurs offensives terrestres. Les commandements et bien sûr les pilotes savaient qu'ils n'avaient pas le bon équipement ni les meilleurs appareils pour cette guerre. Pourtant, ils demandèrent à participer à cette grande offensive, alors même qu'ils étaient conscients de la supériorité matérielle et tactique des Allemands. La tragédie était inéluctable pour ces aviateurs, mais ils ne pouvaient rien faire contre ça. Nous avons eu un affrontement ce jour-là avec des nouveaux modèles de Fokker. Ils avaient l'air très performants. Un de ces gars m'avait accroché et il a commencé à m'arroser de plomb. La seule chose que je pouvais faire, c'était de regarder où il tirait et de donner des coups de gouvernail pour éviter ses balles. Mais aussi lourde que soit leur perte, les pilotes anglais savaient que ça ne représentait pas grand-chose comparé à celle de l'infanterie. Mais la vie des aviateurs
même si elle était souvent de courte durée, baignait dans un luxe relatif par rapport aux pauvres soldats englués dans les tranchées. Quand vous voliez à 17 000 pieds, ça vous donnait une merveilleuse sensation d'ivresse. Vous étiez une sorte de roi du château. Vous étiez là-haut et en quelque sorte vous étiez en dehors de cette guerre. J'ai fait partie de l'infanterie, nous étions toujours dégueulasses, dégoûtants, sales et souvent affamés, alors que dans l'aviation nous menions une vie de gentleman. Quand les pilotes se retrouvaient au sol, leur vie prenait un tour étrange. Parce que, dans le ciel, les face-à-face avec la mort étaient leur pain quotidien. Mais quand ils rentraient à leur base, ils retrouvaient un mess confortable, de la bonne nourriture et un lit correct pour dormir. C'est une impression très agréable de revenir de patrouille le soir avec le sentiment du devoir accompli. Avec d'un côté l'ouest tout en flammes et de l'autre l'est scintillant d'une lumière mystérieuse. Là, je me retrouve tout seul, sous un magnifique soleil de mai, et une petite brise rend toutes les choses très belles. J'entends le bruit des combats, mais d'ici la guerre semble très loin. Nous vivons sous des tentes et notre messe est installée dans un petit bois. C'est très bien quand le temps est chaud, comme c'était le cas récemment. Bien que nous soyons à portée de tir des batteries ennemies, nous n'avons pas le sentiment d'être en guerre. Je suis assis dans les bois à l'ombre et les seules choses que je peux entendre, ce sont les tirs d'artillerie au loin et le gramophone du mess. Nous vivons bien. Nous sommes cantonnés à Boulogne, où nous avons un congélateur, et nous sommes les seuls hommes sur le front à avoir droit à une glace tous les soirs. Au cœur de la vie, il y a la mort. Et au cœur de la mort, nous nous arrangeons pour prendre un maximum de bon temps. Cocktail, brochette de foie de poulet, champagne, glace à la fraise et cognac. C'étaient des jeunes gens ordinaires qui pouvaient être tués à tout moment et qui essayaient de vivre leur vie à fond. Beaucoup d'entre eux craquaient nerveusement à mesure que le temps avançait et qu'ils voyaient leur fin approcher. La chaleur de ces longs jours d'été était terrible et nos heures de vol nombreuses. Tous ces facteurs pesaient sur le moral de ceux qui étaient appelés à voler. Je me souviens que mon compagnon de chambre ressentait la même chose et que chacun d'entre nous restait éveillé toute la nuit à penser à la patrouille du lendemain matin. Nous avons fini par nous avouer que nous ressentions les mêmes appréhensions. Nous avons allumé des bougies et nous nous sommes sentis un peu mieux. D'une certaine façon, nous avons passé cette nuit comme nous avons traversé le jour suivant. Un pilote faisait régulièrement le même cauchemar. Il voyait un visage apparaître dans le ciel. Au début, le visage était vague et assez lointain, puis il se rapprochait lentement, jusqu'à venir se retrouver quasiment face à lui. Ensuite, ils se dévisageaient l'un l'autre, c'est tout, ils ne faisaient que se dévisager. Quand il se réveillait, il se demandait qui était-ce. Était-ce un homme qui l'avait tué? Ou était-ce un homme qu'il allait bientôt rencontrer dans le ciel? Même l'apparemment invincible Baron Rouge, bien qu'il semblât pourtant n'avoir jamais eu peur, savait qu'il n'était pas immunisé contre la mort. Mais c'était une perspective qu'il acceptait volontiers. Une mort glorieuse. Voler et se battre jusqu'à la dernière goutte de sang, jusqu'à la dernière goutte d'essence. Jusqu'à l'ultime battement de mon cœur et l'ultime grondement de mon moteur. Une mort digne d'un chevalier comme un toast à la santé de mes amis et de mes ennemis. Ironie du sort, le Baron Rouge, le plus grand as de l'aviation de cette guerre, ne fut pas abattu par un avion allié, mais par une batterie au sol. À la même époque, une guerre du ciel encore plus singulière eut lieu au-dessus de la mer. Au début de la guerre, les Allemands avaient l'avantage. Leurs zeppelins étaient capables de traverser facilement la mer du Nord.
Les Anglais répondirent en créant leur propre dirigeable, le pisteur de sous-marins. Il pouvait voler à près de 80 km/h et comme le Zeppelin, sa tâche principale était la reconnaissance. Les Anglais étaient sous la menace des U-boats. Ils devaient s'en débarrasser. Au début de l'année 1915, on chercha des volontaires dans toute la Royal Navy pour former un nouveau service, l'aéronaval. On fit passer un message sur tous les croiseurs et tous les cuirassés de la flotte en demandant à chaque capitaine de recommander un jeune officier ayant entre 18 et 20 ans pour ce nouveau service. Quand vous vous rendiez à l'amirauté, vous étiez reçu par l'amiral en chef en personne, Lord Fisher, qui vous accueillait en ces termes. « Jeunes gens, vous allez voler et vous serez sans doute morts avant 1 an. Ou bien alors, vous aurez reçu la Victoria Cross. Mais quoi qu'il en soit, vous avez été sélectionné pour appartenir à l'aéronaval qui est destiné à contrer la menace que représentent les U-boats. Si vous ne voulez pas faire partie de ce service, faites-le moi savoir dans les 48 heures. » En fait, très peu hésitèrent à rejoindre ce nouveau corps. Voler par beau temps est une expérience délicieuse. Vous avez l'impression que le ciel vous appartient. Ce n'est pas comme sur un bateau. Vous pouvez aller où ça vous chante, à l'altitude que vous choisissez et à la vitesse que vous voulez. Les dirigeables anglais devinrent de plus en plus sophistiqués. Ils pouvaient repérer des cibles allemandes et même les bombarder. Mais c'était encore une technologie très primitive. Nos bombes étaient de bonne qualité, mais elles étaient de faible puissance. Elles étaient plutôt petites et se baladaient plus ou moins sur le plancher de l'appareil. On pouvait aussi les accrocher sur les côtés avec des petits morceaux de tissu que l'on coupait ensuite pour pouvoir les larguer. Malgré bien des progrès, les dirigeables pouvaient difficilement être des tueurs de chasseurs performants. Ce dont la marine avait besoin, c'était d'avoir des avions rapides, lourdement armés et qui pouvaient opérer au-dessus de la mer. L'objectif numéro 1 était de contrer les sous-marins allemands. En 1915, l'Allemagne avait déclaré une guerre totale sur mer et ses sous-marins attaquaient tous les navires battant pavillon anglais sans même faire la moindre sommation. Des centaines de bateaux furent coulés. Et les Anglais, qui ne devaient leur survie qu'au commerce, s'en trouvaient grandement menacés. Même si les U-boats attaquaient alors qu'ils étaient en plongée, ils devaient passer une grande partie de leur temps à la surface. Les avions étaient le meilleur moyen de les repérer et pouvaient même éventuellement contribuer à leur destruction. Mais le véritable défi technologique était de permettre à ces avions de couvrir de grandes étendues en mer. La plus grande contribution de l'aéronaval à cette guerre fut de répondre de manière innovante aux problèmes techniques que posait l'utilisation d'avions en mer. Donc il était impératif que les avions puissent flotter. Les roues des avions étaient équipées de flotteurs en bois, ce qui leur permettait de décoller et d'atterrir sur l'eau. Mais faire voler ces hydravions rudimentaires n'était pas une mince affaire. Pour mettre l'avion à la surface de l'eau, vous devez arrêter le bateau et utiliser une grue pour descendre l'appareil sur le côté. Ce n'est pas rentable, c'est une perte de temps et une perte d'énergie. Décoller demande un maximum de puissance à cause des flotteurs très encombrants qui ont tendance à ralentir l'avion. Et pour remonter l'avion à bord, c'était le même procédé, mais à l'envers. Il fallait faire atterrir l'avion, arrêter le bateau et hisser l'appareil à bord. C'était quelque chose de très étonnant à voir. Les hydravions faisaient penser à des avions qui auraient mis des grosses godasses pour aller se promener au bord de la mer, tout en gardant les pieds au sec. Quand on en voyait passer un, on avait l'habitude de dire « Tiens, voilà l'autre avec ses grosses bottes ». Le problème du transport de ces hydravions posait problème à toutes les nations qui participaient au conflit. Les Russes avaient déjà leur modèle d'hydravion. Pour eux, la solution consistait à les tirer derrière le bateau.
ce qui pouvait aller quand la mer était calme, mais n'offrait aucune chance en cas de tempête. Quant aux Allemands, ils n'arrivaient presque jamais à les poser en pleine mer et donc ils essayèrent de les propulser sur une rampe de lancement. Quoi qu'il en soit, pour les aviateurs de toutes ces nations, le pilotage était assez effrayant. Ce qui me préoccupait le plus, c'était d'avoir le mal de mer. Jusque-là, je n'avais guère navigué qu'en de très rares occasions, lors de petites balades non loin de la plage et par mer calme. J'imagine qu'à part quelques marins endurcis, tout le monde est malade dès qu'il y a la moindre houle. Après un long voyage, vous devez vous arracher de toutes vos forces pour arriver à vous stabiliser à 300 ou 400 pieds. Je me souviens qu'un jour, mes appareils de navigation m'indiquèrent que j'étais monté à 1200 pieds. Le premier hydravion que les Britanniques produisirent en masse fut le Short. C'était plus qu'un simple avion de reconnaissance, car il pouvait larguer des bombes. Mais ça rajoutait du poids, et les pilotes ne réussissaient pas toujours à faire décoller leurs appareils. Tous les marins du bord me regardaient essayer de faire décoller mon avion sur une véritable mer d'huile. Croyez-vous que mon appareil consentit à s'élever? Non, pas d'un pouce. J'ai persisté pendant une bonne vingtaine de minutes, jusqu'à ce que l'eau de mon radiateur se mette à bouillir et que mon cockpit se transforme en bain turc. Ces hydravions rudimentaires ne pouvaient fonctionner que sur une mer vraiment tranquille. Ils ne pouvaient décoller ou être récupérés que sur une mer parfaitement calme. Et en mer du Nord, ça n'arrive pas souvent. Une réponse plus adéquate à la menace que représentaient les U-boats consistait à construire des avions ayant une plus grande autonomie de vol et qui par conséquent pouvaient décoller sur les eaux calmes des ports anglais. Le bateau volant était né. En 1917, l'un d'eux coula le premier U-boat, mais ses pilotes n'en revinrent pas. Je considère que combattre à bord des bateaux volants était plus risqué que d'effectuer des missions au-dessus du front. Je dis ça parce qu'il fallait ajouter de très mauvaises conditions de vol aux risques habituels liés au combat. Par exemple, le simple fait que vous deviez voler longtemps avant et après la bataille. Et puis, la mer du Nord est une hôtesse malfaisante. Le brouillard, la mer déchaînée et les nuages lourds sont le pain quotidien. Vous aviez toujours à l'esprit que si vous aviez une panne de moteur ou le moindre petit incident technique, vous risquiez de vous retrouver dans l'eau avec une chance infime d'être secouru. La véritable solution était de rendre possible le décollage et l'atterrissage directement à partir d'un bateau. D'incroyables expérimentations commencèrent alors avec le Sopwith-Pup. Quand quelqu'un devait décoller, on construisait en vitesse une plateforme avec des planches sur la tourelle droite et jusqu'au bout des canons. En inclinant les canons avec un certain angle, on obtenait une piste légèrement en pente qui faisait dans les 20-25 mètres de longueur. Le risque était grand pour les pilotes de ne pas prendre assez de vitesse et de tomber à l'eau. Généralement, ils arrivaient à décoller en rasant la crête des vagues. C'était une opération extrêmement hasardeuse, et c'était toujours pour moi un enchantement de regarder faire ces pilotes. J'éprouvais une grande admiration pour leur courage et leur habileté. L'aéronavale anglaise était dotée d'un grand nombre d'inventeurs, des gens incroyablement curieux de savoir ce qui pouvait être fait avec ces machines. Et du coup, toutes ces expériences amenèrent l'aéronavale et la marine à développer des techniques dans un domaine qui n'était pas fondamentalement le leur, ce qui créa de nombreux postes dans l'armée de l'air. En août 1917, un Sopwith-Pup réussit à se poser sur le Furieux. Ce croiseur devint le premier porte-avions de la marine britannique. La première chose que nous avons dû apprendre fut de décoller et d'atterrir du pont avant. Je me rappelle que le capitaine disait «
C'est comme essayer de se sortir la cervelle avec un revolver. Le plus difficile est de synchroniser la vitesse du bateau avec celle de votre appareil. Malgré les difficultés, une nouvelle façon de faire la guerre était née. Au début de l'année 1918, le Furieux fut le premier transporteur à acheminer et à voir décoller de son pont des avions munis de roues. Leur but, détruire les zeppelins cantonnés sur la base de Torvin, ce qui fit des Anglais des pionniers en la matière et marqua l'apogée de la domination britannique dans le domaine aérien. Au même moment, une autre avancée technologique fit son apparition, la naissance des gros bombardiers. À l'été 1917, les Alliés avaient une fois de plus comblé leur retard par rapport aux technologies allemandes. Des deux côtés, on voulait que chaque type d'avion ait sa spécialité. Dorénavant, il y aurait les avions de reconnaissance et les avions transformés en bombardiers. Des détachements spéciaux de ces bombardiers furent créés et régulièrement utilisés par les Alliés à partir de 1917. Les bombes arrivaient par boîte de 6, enveloppées dans du coton. Nous n'avions pas de mode d'emploi, alors nous dévissions la tête, et quand nous voulions un détonateur, je disais juste « Déniche-nous un détonateur, Charlie ». Je me suis entraîné à larguer des bombes de jour, de nuit, par tous les temps, sans vent ou avec, à toutes sortes d'altitudes. Un grand cercle avait été dessiné à la craie au beau milieu de l'aérodrome et nous devions larguer nos bombes de manière à ce qu'elles tombent à l'intérieur de ce cercle. Les bombardements étaient utilisés pour essayer de démoraliser les troupes ennemies. Ils avaient pour objectif de faire sauter les ponts, les voies ferrées, les gares, les aiguillages, tout ce qui pouvait gêner l'ennemi. Les bombardiers, qui volaient lentement afin de pouvoir larguer leur chargement de bombes, furent de plus en plus menacés par la défense anti-aérienne. Les Anglais l'appelaient Archie. Mais descendre un avion depuis le sol était une tâche ardue. Ils arrivent si vite que le temps que vous chargiez vos batteries, ils ont déjà disparu. Le seul moyen de les avoir, c'est de connaître à l'avance leur trajectoire. Ainsi, vous pouvez pointer votre canon dans leur direction et attendre qu'ils se montrent. Mais même comme ça, vous n'avez droit qu'à un seul coup pour essayer de les abattre. Vous savez, ils volaient aussi vite que ça. Petit à petit, il y eut de plus en plus de batteries anti-aériennes. Cependant, peu d'avions étaient abattus. C'était plus des éléments perturbateurs qu'autre chose. C'était un bon indicateur de l'état de nervosité des pilotes parce qu'ils se moquaient généralement d'Archie. Bien sûr, les premières fois, ils étaient effrayés, puis ça les faisait rire, et ensuite, au fur et à mesure que le temps avançait, ils finissaient par en être obsédés. J'aimerais savoir combien de temps mes nerfs vont résister à la pression que m'impose Archie. J'ai remarqué que plusieurs de mes camarades n'ont pas l'air aussi à l'aise que d'habitude. Aujourd'hui, nous avons eu droit à un sacré savon de la part d'Archibald. Certains éclats d'obus sont passés un peu trop près à mon goût et ont sifflé à mes oreilles. En tout cas, ils ont failli faire mouche, car pour la première fois, le hurlement d'un débris d'obus est venu couvrir le bruit de mon moteur. La course à l'armement dans le domaine aéronautique de la Première Guerre mondiale apporta avec elle une nouvelle méthode dévastatrice de faire la guerre. Pour la première fois, les villes devinrent des cibles comme les autres. En janvier 1915, les Allemands inaugurèrent les premiers bombardements d'objectifs civils dans le Norfolk grâce à leurs zeppelins. En mai de la même année, ils bombardèrent Londres. 7 civils moururent lors de cette attaque. Tout le monde disait « Regardez, le voilà !» Une longue forme noire ressemblant à un énorme cigare qui avançait très lentement. J'ai pris maman dans mes bras et je peux te dire que j'ai eu très peur.
Les gens commencèrent à se protéger contre les raids des Zeppelins. Un négociant en vin acquit une certaine notoriété pour avoir laissé à la disposition de certaines personnes une de ses caves. Ces gens vinrent y dormir lors des attaques, équipés de gros manteaux et emportant avec eux leurs objets de valeur. Les raids menés par les Zeppelins ont au départ un impact psychologique non négligeable sur les Britanniques, parce qu'ils avaient toujours considéré, et ce depuis l'époque médiévale, que leur île était une forteresse imprenable. Ils pensaient que personne ne pouvait les atteindre tant qu'ils maintenaient leur contrôle sur la mer. Ils ne font pas beaucoup de victimes en comparaison des bombardements qui se produisirent lors de la Seconde Guerre mondiale, mais c'est une nouveauté pour eux de se retrouver soudainement menacés par la voie des airs. C'est ce qui a causé plus de panique que prévu par rapport à des données purement statistiques. Les Zeppelins étaient lents et vulnérables. Aussi, les Allemands développèrent un nouveau type de bombardier, le Gotha. Pendant l'été 1917, une escadrille de ces bombardiers s'envola d'Ostende, en Belgique, pour attaquer l'Angleterre. J'ai repéré tous ces engins qui volaient en formation vers l'est. Je suis descendu en piqué sur celui qui était en queue et j'ai vidé un plein chargeur à bout portant. J'ai eu la satisfaction de voir mes balles toucher son fuselage et ses ailes, mais ça n'a eu pour seul résultat que de lui faire piquer un peu du nez. J'étais très déçu, car ce n'était pas l'effet escompté. Ces saletés de Boche montraient là toute leur arrogance en se pavanant dans le ciel anglais. J'étais vraiment furieux de penser qu'ils pouvaient venir comme ça bombarder Londres sans que personne ne puisse pratiquement rien y faire. Les Allemands volent délibérément au-dessus de Londres en plein jour, à bord de leurs avions peints en blanc, afin de bien montrer qu'ils en sont capables et qu'ils se sentent invulnérables face au système de défense britannique. Tout comme avec les Zeppelins, ça a un impact significatif sur le moral des populations en raison de la nouveauté des moyens employés. Cette attaque sur Londres fit 162 victimes. Pour calmer la population, on fit rapidement revenir une escadrille du front afin de protéger l'espace aérien au-dessus de la capitale anglaise. Un général africain, Jan Smuts, fut chargé d'élaborer une nouvelle stratégie défensive. Il fut à l'origine de toute une batterie de mesures préventives parmi lesquelles on trouvait des fusées de détresse, des sifflets pour les policiers, et il fit également poser des pancartes chargées de prévenir la population en cas d'alerte. L'efficacité grandissante des systèmes de défense poussa les Allemands à ne plus effectuer que des bombardements nocturnes. Cette pauvre Mary était affreusement nerveuse, alors nous l'avons mise à l'abri dans un couloir du premier étage. Ensuite, Phyllis et moi, nous sommes allés jeter un coup d'œil par la fenêtre du haut. Je n'avais jamais vu une chose pareille. Le ciel semblait tapissé de tirs d'obus. Puis il a régné un silence mortel, ce qui était assez effrayant après tout ce vacarme. Ils arrivaient par l'est et nous entendions le bourdonnement des avions. On a peut-être failli mourir en essayant de les repérer, mais on ne voyait rien à cause du brouillard. Finalement, les défenses aériennes devinrent si efficaces que les attaques de bombardiers finirent par s'arrêter. Les derniers Gotha survolèrent l'Angleterre en mai 1918. Les Anglais développèrent la fabrication de leurs propres bombardiers, comme le Handley Page, qui avait suffisamment d'autonomie pour aller effectuer des bombardements jusqu'en Allemagne. Les progrès dans le domaine aérien annonçaient ce qu'allaient être les méthodes de la guerre moderne. En 1918, le général Smuts écrivit de façon prophétique « Aussi loin que je me projette dans l'avenir, je ne vois pas de limite à l'importance grandissante que prendra dans le futur la maîtrise du ciel. D'ici très peu de temps, nous verrons des opérations aériennes qui dévasteront les pays ennemis en détruisant leurs industries et leurs centres urbains. Elles prendront ainsi une place prépondérante dans la façon que nous aurons de faire la guerre. »
Ce qui est surprenant dans la Première Guerre mondiale, c'est la vitesse à laquelle les choses ont évolué. Nous sommes partis de techniques très primitives, des ballons et des avions d'observation. Et à la fin de la guerre, nous avions des bombardements stratégiques, des escadrilles de chasseurs, une force de frappe aérienne et déjà toute la panoplie des engins qui évolueront tout au long du XXe siècle. Toutes ces évolutions stratégiques et technologiques mirent un terme aux affrontements individuels de ces pilotes qui se livraient à bord de petits appareils à des duels sans merci. Pour eux, le prix à payer fut très élevé. Évidemment, la mort de quelques centaines de pilotes ne représentait pas grand-chose au regard des millions d'hommes qui périrent dans les tranchées, sauf que leurs chances de survie étaient pratiquement nulles. La mort de l'un de ces as de l'aviation, en l'occurrence celle d'un Américain nommé Raoul Berry, donna l'occasion d'entendre ce qu'ils pensaient d'eux-mêmes. Ce chant donnait le sentiment que chacun savait que sa vie serait courte, mais palpitante. Nous nous retrouvons autour de ces vibrants chevrons. Les murs autour de nous sont nus. Ils nous répondent à coups d'éclat de rire. Il nous semble que les morts sont là, parés à lever nos verres. Le monde n'est qu'un tissu de mensonges. Portons un toast à ceux qui sont déjà morts, crions « Hurrah » pour celui qui mourra demain.